Chères étudiantes et étudiants, nous voici maintenant à notre leçon numéro 24 du module de mathématiques 1. Cette leçon a pour titre « Intégration de fonctions à valeur complexe ». Alors, pour faire un petit peu cette leçon, nous allons étudier les limites et continuités des fonctions à valeur complexe, dérivabilité de fonctions à valeur complexe, et enfin, nous verrons les intégrales de fonctions à valeur complexe. Alors, je voudrais juste donner un petit aperçu pourquoi nous nous intéressons à des fonctions à valeur complexe. Alors, première chose, très importante, c'est que les variables, ici, sont des variables réelles. Nous travaillons toujours et comme toujours sur un certain intervalle de R, comme ensemble de départ. Donc, on a un intervalle de R, donc c'est pour les variables qui sont réelles, mais à l'arrivée, il se peut que nos fonctions soient à valeur complexe, c'est possible. Alors, c'est une situation qui arrive très souvent, mais je vais donner juste un cas. Pourquoi on s'intéresse à ce genre de choses? On va voir un petit peu dans le cas de l'intégration de fractions rationnelles, hein, juste comme exemple. Vous savez, quand vous avez une fraction rationnelle, vous êtes obligé, je dirais obligé entre parenthèses, de la décomposer en éléments simples. Cette notion de décomposition en éléments simples a déjà été vue en algèbre et elle permet donc de simplifier en quelque sorte une fraction rationnelle. Alors, pour donner juste une idée un petit peu de pourquoi on s'y intéresse, par décomposition en éléments simples, on peut se ramener dans certains cas à des fractions rationnelles du type alpha x plus bêta sur un polynôme du second degré, ax carré plus bx plus c, à la puissance n, où delta égale b carré moins 4ac est strictement négatif. Cela signifie que pour ce polynôme du second ordre, du second degré ax carré plus bx plus c, il n'a pas de racines réelles, mais il va avoir uniquement des racines complexes. S'il va avoir des racines complexes, qu'est-ce qui va se passer? Soit on le laisse sous forme réelle de cette manière-là, et comme vous l'avez remarqué dans la leçon numéro 23, quand on avait fait les intégrales et les primitives de fractions rationnelles, c'était quand même parfois un peu dur. On devait faire des changements de variables, puis on devait faire de l'intégration par partie peut-être une fois ou deux fois jusqu'à... Alors que si, donc de la même manière, si on avait des fonctions du type, bon je dirais la constante n'est pas très importante, quelque chose du type x moins a à la puissance n, ce n'est pas le même a, hein, donc... ou x moins lambda, pardon, si on avait de la forme 1 sur x moins lambda à la puissance n, la primitive de ce genre de fonction est très simple. Bon, donc, question. Soit on travaille avec ax carré plus bx plus c parce que nous voulons que ce soit des nombres réels, ici lambda appartient à c, soit nous travaillons avec ax carré plus bx plus c parce que ce sont des nombres réels, et dans ce cas-là, on va obtenir parfois, je dis parfois, hein, c'est pas toujours, parfois des nombres, des intégrations qui est un peu compliquées. Sinon, question qui va se poser, est-ce qu'on ne peut pas intégrer ceci? Seul problème, c'est que le lambda est complexe. Et a priori, tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant concernait uniquement des fonctions qui sont à valeur réelle. Donc, la question qui s'était posée à beaucoup de mathématiciens, beaucoup de praticiens, beaucoup d'enseignants de mathématiques, pourquoi ne pas enseigner, en fait, finalement, cette histoire de fonctions à valeur complexe. Alors, il ne faut pas croire que nous allons tout refaire en une leçon. En fait, on va faire uniquement des rappels, donner les définitions dans le cas vraiment complexe, et puis, en fait, ce qu'on va faire, c'est, grosso modo, rappeler les différentes propriétés et différentes définitions, et surtout, ce que l'on va faire, hein, dans cette leçon, c'est dire quelles sont les propriétés qui sont conservées, qui ne changent pas, et quelles sont les propriétés ou définitions ou notions qui ne sont plus conservées. Bon, donc maintenant, on va passer à
limite et continuité des fonctions à valeur complexe. Limite et continuité des fonctions à valeur complexe. Donc déjà, il y a la notion de limite, et puis il y a déjà notion de continuité. Nous savons déjà ce que c'est que limite d'une fonction à valeur réelle. Qu'est-ce que c'est qu'une fonction continue à valeur réelle en un point ou sur un intervalle? Maintenant, nous allons d'abord définir ce que cela veut dire dans le cas complexe. Prenons une fonction qui va d'un intervalle i. Alors, je tiens encore à le préciser. L'intervalle i est un sous-ensemble de R. Les variables sont toujours réelles. Alors, pourquoi? Parce que si les variables sont complexes, c'est une autre, je dirais, catégorie de fonctions qu'on appelle analyse complexe, qui va être faite peut-être ultérieurement. Je sais pas. Mais, à notre niveau, nous travaillerons qu'avec des variables réelles. Je prendrai donc un nombre réel, bien sûr, qui est dans l'intervalle i. Éventuellement, petit a peut être égal à plus l'infini ou moins l'infini. Maintenant, au lieu de travailler avec L qui était un nombre réel, ici on va travailler avec L qui est un nombre complexe, hein, vous voyez, on dira que L est limite de f en petit a si. Bon, si quoi? Alors dans le cas A, nombre fini. Rappelez-vous que si on voit cette définition-là, on va dire, tiens, mais quelle est la différence avec ce qu'on avait en nombre réel? En fait, la seule différence qu'il y a, c'est ici. Ici, dans le cas réel, c'était des valeurs absolues. Maintenant, c'est le module. Donc, mais ça exprime toujours la même notion. Valeur absolue de f de x moins L dans R, ça exprime la distance de f de x à L. Module de f de x moins L dans C exprime exactement la même notion, c'est que distance. Donc, on peut appréhender cette définition en disant la distance dans C de f de x à L est aussi petite que je veux dès que petit a est proche de x. Ici, c'est une valeur absolue. Ici, c'est un module de nombre complexe. Bien sûr, maintenant, si ce sont des nombres réels, on retrouve un petit peu ce qu'on avait fait. D'accord? Donc ça, c'est dans le cas A appartenant à R. Alors, on peut bien sûr voir que se passe-t-il dans le cas A plus l'infini. Hein? Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Même chose, pardon. F de x se rapproche en distance aussi petit que je veux dès que A, x est assez grand. Vous voyez, en plus l'infini, c'est toujours f de x se rapproche de L, et on a ceci. De même, en l'infini, x soit aussi petit que je veux. Donc vous voyez, c'est toujours la même notion, f de x se rapproche de L. Vous voyez, hein, le epsilon, il joue ce rôle-là, tel que. Bon, chose que l'on ne va pas voir, donc déjà la première différence, dans R, nous avions f de x tend vers plus ou moins l'infini. Dans C, nous n'avons plus ceci, cette notion-là. Nous n'avons plus la notion de plus l'infini ou moins l'infini dans C. Effectivement, C est représenté par un plan. Quand vous travaillez avec R, c'est une direction, c'est-à-dire vous dites plus l'infini, c'est les très grands nombres, moins l'infini, c'est les très petits nombres, mais quand vous avez un plan, hein, où sont-ils ces grands et ces petits? Mais en fin de compte, cette histoire de plus grand nombre et petit nombre, en fait, est relative à la notion d'ordre. Donc, en fin de compte, ce que l'on verra, c'est que tout va marcher, sauf toutes les notions qui sont relatives à la relation d'ordre. Sur R, nous avions une relation d'ordre qui était totale, qu'on appelait inférieur ou égal, ou par multiplication par moins 1, on avait supérieur ou égal. Dans C, nous n'avons plus cette relation d'ordre, ou encore la relation d'ordre n'est plus totale, et donc toutes les notions, en fait, on va voir, on va les énumérer une à une. Toutes les notions, toutes les propriétés relatives à cette notion d'ordre ne sont plus valables. Et donc, en fait, la grande différence, on va voir que c'est ceci. D'ailleurs, vous voyez, f de x tend vers plus l'infini, moins l'infini. Plus l'infini n'a plus aucun sens dans C.
moins l'infini n'a plus aucun sens. Donc, on travaillera toujours avec converge vers un nombre complexe L. On n'aura plus à dire f de x tend vers plus l'infini ou moins l'infini. Ça n'a plus de sens. Donc, on va être dans C, on ne pourra plus jamais écrire ceci. D'accord? Autre chose, d'après ces définitions, en dehors de cette notion de tendre vers plus l'infini ou moins l'infini qui n'est plus valable, en fait, on aura les limites. Donc, vous voyez, le calcul se ramène à celui du cas réel. Très important pour le dire. Si maintenant on a à faire des calculs pour des fonctions pour lesquelles on a envie de trouver une limite L complexe, donc nous aurions un petit peu ceci. Alors, même chose pour la continuité, on va définir la continuité dans le sens, si A est un réel qui est dans mon intervalle I, qui est, comme vous le savez, une partie de R, on dira que f est continu en A, si seulement si, la limite en A est égale à f de A. Maintenant, f de A est un nombre, je dirais, complexe fini, et donc, on sait ce que ça signifie, cette notion de continuité, donc vous allez voir, c'est-à-dire, bon, vous voyez ici, qu'est-ce que je fais? Je remplace tout simplement le L de la limite par f de A pour exprimer la continuité. Donc, vous voyez, f de x se rapproche autant de f de A dès que x se rapproche de petit a. Une écriture qui est intéressante. Pourquoi? On va voir que pour les limites, le calcul se ramène au cas des réels et aussi continuité. Même chose. On va voir pourquoi. C'est très simple. Vous savez qu'un nombre complexe, il admet une partie réelle et une partie imaginaire. Donc, je peux écrire f de la forme, je dirais ici, g plus i. Alors ici, i, c'est le nombre complexe dont le carré égale a moins 1. Ça, vous le savez. Alors, g est noté la partie réelle de f. H est noté la partie imaginaire de f. Alors, bien sûr, G va partir de I dans R. Va partir ici la même chose dans R. Et donc, la donnée d'une fonction complexe f se ramène à la donnée de deux fonctions réelles. Avoir des propriétés sur f se ramène à avoir les mêmes propriétés pour les deux fonctions G et H. Donc, si maintenant on écrit L égale à L1 plus I L2, dire que limite quand x tend vers A de f égale à L équivaut limite de G qui est réel de f en A bien sûr égale à L1 et, très important, limite quand x tend vers A de imaginaire, la partie imaginaire égale à L2. Donc, vous voyez, se donner une fonction complexe, cela se ramène à se donner deux fonctions réelles, vous voyez, c'est très important, et les notions de limite et bien sûr de continuité se ramènent à ceci. Donc, vous voyez un petit peu, je prends ici, pardon, j'avais écrit ici L1 plus IL2, ici c'était alpha plus I bêta. La limite de la partie réelle, c'est la partie réelle de la limite de la partie imaginaire, c'est la partie imaginaire de la limite. Bien sûr, si f est continu en A, les deux aussi vont être contenus en tant que fonction de la variable réelle. Bon, maintenant pour cette continuité, on va un peu énumérer le caractère d'unicité. Alors, on est en train de voir les propriétés qui sont conservées. Caractérisation. Par les suites. Donc, ça c'est toujours pour la continuité et aussi pour la notion de limite. Opération
Hein, toutes les opérations que l'on fait, hein, vous voyez, sont toujours valables. Les opérations plus, multiplier, multiplication. Par un scalaire, d'accord? Donc, toutes ces propriétés-là sont toujours conservées. Toujours pour les fonctions continues, on aura continuité uniforme, toujours. Donc, il faudrait se référer aux leçons précédentes, continuité uniforme. Fonction lipschitzienne. La seule petite remarque que l'on fait, c'est que chaque fois qu'on écrit ici f de x moins f de y inférieur ou égal à k x moins y, ici c'est une distance complexe. Ici c'est un module, ici c'est une valeur absolue. Donc c'est toujours la notion de distance. Donc toutes ces propriétés-là, toutes ces notions-là restent conservées. Donc il n'y a pas à refaire, c'est les mêmes définitions, sauf que la seule différence, c'est que chaque fois qu'on va obtenir des valeurs complexes quand on travaille avec f, on va en fait, au lieu de dire des valeurs absolues, on va dire des modules. Alors, caractère aussi, f continue sur AB implique f est borné. Donc le caractère de borné de fonction continue, c'est aussi valable. En revanche, faire très attention. Alors, je veux dire, il faut faire très attention. Donc on va faire qu'est-ce qui ne marche pas? Tout ce qui concerne l'ordre n'est plus valable. Donc, c'est très important. Alors, quand je dis tout ce qui concerne l'ordre, ça n'a plus de sens de parler de fonction croissante. Parce que dans C, nous n'avons pas de relation d'ordre totale. Ça n'a plus de sens de parler de fonction décroissante. Les relations entre inférieur ou égal et limite n'ont plus raison d'avoir lieu. Nous ne pouvons plus dire f inférieur ou égal à g, limite de f c'est L, limite de g c'est L', alors L inférieur à L', parce que la notion d'inférieur ou égal ou encore supérieur ou égal n'est plus valable. Donc tout ce qui concerne inférieur ou égal ou supérieur ou égal, dans toutes les propriétés où j'ai inférieur ou égal et supérieur ou égal pour la fonction f, ce n'est plus valable du tout. Donc c'est en fait la grande différence que nous avons avec les fonctions à valeur réelle, c'est tout simplement le caractère ordonné des fonctions à valeur réelle n'est plus valable, puisque dans C, nous n'avons plus, c'est ceci. Donc, bien sûr, pour les suites, tout ce qui est encadrement n'est plus valable. Dire UN inférieur à Vn entraîne limite de UN inférieur à limite de Vn. L'encadrement UN inférieur à Wn qui est inférieur à Vn, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Vous voyez un petit peu, il y a un tas de choses qui ne marchent plus. Mais pourquoi? C'est pas parce qu'on ne veut pas le faire, mais parce qu'on ne peut plus le faire. Qu'est-ce que c'est qu'inférieur égal? Ça n'a plus de sens. Dire un nombre complexe est plus petit qu'un autre nombre complexe, c'est quelque chose qui n'a pas de vraiment... On peut lui donner une définition partielle, mais bon... on peut aussi donner une première définition à Z1 inférieur à ZE, on peut donner une deuxième définition. Donc quand il y a trop de définitions, c'est que ce n'est pas une notion unique. Si ce n'est pas une notion unique, bon, c'est plus une notion valable. Pour la plus simple raison que nous, ce qui nous intéresse, c'est à chaque fois avoir une notion sûre et très très claire. Donc, tout ce qui concerne l'ordre n'est plus valable. Toutes les propriétés. Donc, je vous prie, chers étudiantes et étudiants, de bien revoir à partir de la leçon sur les limites, de revoir toutes les propriétés sur les limites. Là où il n'y a pas f de x inférieur à f de y,
ou f de x inférieur à L, ou f de x positif, ou f de x négatif, ça marche. Mais dès que vous avez supérieur ou égal, inférieur ou égal, ça ne marche plus. Par exemple, sur la continuité, nous avions quand même des théorèmes qui étaient très très intéressants. Rappelez-vous, l'image par une fonction continue d'un intervalle est un intervalle. Alors quand je dis notion d'intervalle, qu'est-ce que c'est qu'un intervalle? C'est compris entre une valeur et une autre valeur. Déjà, le fait de dire compris, c'est une relation d'ordre. Donc, l'image d'un intervalle par une fonction continue est un intervalle n'est plus valable. Pourquoi? Parce que toujours, cette notion d'ordre est présente dans cette propriété-là. Bien sûr, aussi, nous n'avons plus de théorème de bijection réciproque. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il disait le théorème de bijection réciproque? Il disait, nous avons une fonction qui est strictement monotone. Et donc, vous voyez, la stricte monotonie n'est plus valable, enfin, pas uniquement la stricte monotonie, mais la monotonie n'est plus valable du tout pour la plus simple raison, c'est que nous n'avons plus, c'est toujours la notion d'ordre. Donc, c'est pour ça que j'ai résumé un petit peu dans ce que j'ai écrit ici, c'est pour ça que j'ai tenu quand même à écrire ça à la main, pour que vous le sachiez et qu'on puisse le rappeler à chaque fois. Tout ce qui concerne l'ordre n'est plus valable. Alors, autre chose ici qui n'a plus raison aussi d'avoir lieu, c'est la notion d'extrémum. Extrémum, dire que f de x est un en petit a un maximum, si seulement si quel que soit x. Bon, je dirais, bon, ici je vais juste rappeler maximum global, la même chose pour local, quel que soit x dans i, que nous avions f de x inférieur ou égal à f de a. Et bien sûr, inférieur n'a plus raison d'avoir lieu, donc cette notion d'extrémum n'est plus valable. Donc, toutes les notions, j'insiste un petit peu, et ça nous permet donc, l'avantage de cette leçon, ça nous permettra un petit peu de réviser un petit peu finalement les autres leçons. Toutes les propriétés où il n'y a pas la notion d'ordre, elles sont valables. Donc, rappelez-vous, donc je l'ai écrit tout à l'heure, bon, bah, je vais le remontrer, hein, juste pour continuité uniforme, continuité lipschitzienne, parce que j'ai ici des modules, caractérisation par des suites, somme, différence, produit, multiplication par un scalaire, etc., etc. Donc, vous voyez un petit peu les... Alors, passons maintenant à la dérivabilité. Alors, la dérivabilité de fonctions à valeur complexe, nous allons voir qu'en fait, c'est la même chose. Qu'est-ce que c'est que... Je prends i qui est un intervalle de R, donc les variables sont toujours réelles. On dira que la fonction est dérivable en petit a, si seulement si cette limite existe. Et maintenant, cette limite existe dans C. On sait ce que c'est que la limite dans C. Cette limite est appelée dérivée de f en a, et est notée f' de a, ou toujours df sur dx en a. Alors, rappelez-vous, cette notation, c'est une notation de fonction réelle. Qu'est-ce qui change? C'est les valeurs qui vont être complexes. Donc, nous sommes tranquilles, nous travaillons toujours avec des des variables réelles, mais ce sont les fonctions, les valeurs de la fonction qui peuvent prendre des valeurs complexes. Alors, tout simplement, donc, ceci rappelle un petit peu la définition équivalente de la dérivée. Il revient de même de dire qu'il existe L dans C, une implication x qui à x associe epsilon de x. Mais bien sûr, ici, epsilon de x va être aussi à valeur complexe. Donc, avec la limite de epsilon de x égale à 0 quand x tend vers a, epsilon de a égale à 0. Et donc, qu'on ait cette écriture, f de x égale f de a plus x moins a, L, x moins a, epsilon. Alors, cette écriture dans R, elle permettait d'avoir ce qu'on appelait l'équation de la droite tangente. Ben, on n'a plus cette équation-là, mais on a toujours l'écriture. C'est-à-dire, l'interprétation géométrique, on ne l'a plus, mais l'écriture, si vous voulez, analytique, si j'ose dire, cette expression est toujours valable. Alors, de même, cette notion, donc ce nombre L, est la dérivée au point A. D'accord? Donc, de même que ce que nous avions fait pour la continuité, pour les limites, ben, la même chose. Si j'ai une fonction qui est dérivable, donc vous avez f égale à réel de f plus i imaginaire de f, alors f' va être, alors bien sûr f est à valeur complexe, mais réel, partie réelle de f est à valeur réelle, donc finalement c'est réel de f' plus i imaginaire de f
prime. Donc, en fait, nous avons finalement les mêmes écritures. Parler de la dérivabilité d'une fonction à valeur complexe se ramène à parler de la dérivabilité de deux fonctions réelles. Alors maintenant, nous allons voir quelles sont les propriétés conservées, mais surtout quelles sont les propriétés qui ne sont pas conservées. Alors, nous allons commencer par toutes les propriétés conservées. Dérivabilité, notion, d'accord? Il va, l'iter sur un intervalle. Hein? Dérivée successive. Alors, si on sait dériver une fois par itération, on sait dériver successive, quand c'est possible. Fonction de classe CK. Opération. Alors, toujours plus, multiplier, multiplication par un scalaire, hein, donc toujours. Hein. Donc, vous voyez, ce sont des propriétés qui sont toujours... J'ai oublié tout à l'heure aussi de parler de la composition, donc vous voyez un petit peu pour la composition aussi, on sait le faire. Alors, pour la composition, il faut quand même faire une petite... faire un petit peu attention pour composition. Alors, on va prendre F qui va de I dans R et G qui va partir de J dans C avec F de I inclus dans G. Alors, je peux définir G rond F. Et bien défini. Alors, c'est-à-dire que, toujours quand on aura la composition, la fonction qui est à l'intérieur doit être à valeur réelle, hein, pour qu'on puisse dire, parce que sinon, après, qu'est-ce qui va se passer? Si f est à valeur complexe, la variable ici devient complexe, donc on sort totalement du cours. Donc, la fonction qui est à l'intérieur ici doit être à valeur réelle, c'est celle qui est à l'extérieur qui devrait être à valeur complexe. Dans ce cas-là, pour la composition, nous avons toujours les mêmes propriétés sur la continuité, toujours les mêmes propriétés sur la limite et la même propriété pour la dérivée. Donc, je ne veux pas réécrire les formules, mais ce qui m'intéresse, ce sont surtout les différences et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc, formule de Leibniz, c'est toujours valable. Alors, rappelez-vous que la formule de Leibniz, c'est la dérivée énième. Donc, vous voyez, vous avez le produit, la dérivée fg énième, c'est sigma de k égale 0 jusqu'à n de cnk f kim g n moins kim. Il n'y a aucun problème, bien sûr, f variable réelle à valeur complexe, g variable réelle à valeur complexe. Je sais dériver jusqu'à k, je sais dériver jusqu'à n moins k, et donc je prends ceci. Ceci, ça me donne un peu la linéarité, et ensuite, donc enfin, on peut le faire. Tout ce qui est formule de Taylor-Young, valable. Tout ce qui est formule Taylor-Young est valable, et donc, notion de développement limité. Donc, puisque nous avons la formule de Leibniz, nous pouvons aussi faire les formules Taylor-Young, et puis donc nous pouvons faire aussi la notion de développement limité, et comme vous l'avez déjà vu auparavant, cette notion de développement limité permet de faire ce qu'on appelle une analyse, une étude locale de nos fonctions. Donc, mais vous voyez, j'ai pris ici Taylor-Young, parce que dans l'écriture Taylor-Young, il y a une somme de valeurs plus un petit taux, donc un comportement. Nous n'avons pas travaillé avec des inférieurs ou égales. Par contre, attention, en revanche, qu'est-ce qui ne marche pas? Tout ce qui va avec la relation d'ordre. Donc, il n'y a plus de croissance, donc plus de fonctions
monotone. Donc, nous n'avons plus à étudier f' positif, f' négatif, ça n'a plus de sens, puisque maintenant, ça, c'est la fonction a des valeurs complexes. Bon, extrémum aussi, parce que vous vous rappelez que nous avions une relation entre la notion d'extrémum d'une fonction et la dérivabilité dans le cas dérivable. Très important, théorème de Rolle ne marche plus, n'est plus valable. Alors, je vais vous donner juste un petit exemple pourquoi théorème de Rolle n'est plus valable. Alors, théorème de Rolle, qu'est-ce qu'il disait? J'ai une fonction qui est de classe C1 ou qui est dérivable. Si f de A égale à f de B, alors il existe un C tel que f' de C égale à 0. Ça exprimait tout simplement que si on a f de A et f de B sur même niveau, et si je dois partir de A et B, je suis obligé à un certain moment que la tangente était horizontale. Je vais prendre ici par exemple f de t c'est égal à exponentielle it sur 0 de pi. Vous voyez ici que f' de t est égal à i exponentielle it et f de 0 égale f de pi. Ça c'est sûr, hein, donc c'est 1. Mais la dérivée, vous savez ici, c'est une exponentielle, ne s'annule jamais. Donc théorème de Rolle n'est plus valable. Et bien sûr, la formule des accroissements finis n'est pas valable non plus. Qu'est-ce qui nous disait la formule des accroissements finis? F de B moins F de A égale à B moins A, F' de C, où C est incertain, certaines valeurs dans AB ouvert les deux côtés. Donc, mais on peut avoir F de B moins F de A en module, hein, c'est des nombres complexes, inférieur ou égal à B moins A, sup de F', si jamais F' admet en module, admet une valeur supérieure. Alors, bien sûr, monotonie n'a aucun sens, hein, on en a parlé, monotonie. Donc, vous voyez un petit peu, parce que c'est une notion d'ordre. Toutes les propriétés avec la notion de inférieur ou égal et ceci n'a plus raison d'avoir lieu. Tout ce qui est extrémum, tout ce qui est monotonie, tout ce qui est ceci, ainsi de suite. Alors, par contre, les autres, dès que l'on a, par contre, si vous voulez, dès que l'on évite la relation d'ordre inférieur égal, supérieur, donc ça n'a plus autre chose, pardon, qui n'est plus valable. Convexité, ce n'est plus valable non plus parce que vous savez que dire qu'une fonction est convexe, si seulement si f de lambda a plus 1 moins lambda b inférieur ou égal. Hein, donc dès qu'on a la notion inférieure ou égale, ce n'est plus valable. Et donc on évite un petit peu la notion de convexité. La notion de convexité n'a plus raison d'avoir lieu. Quand les fonctions sont à valeur complexe, nous ne pouvons plus parler de fonctions convexes. Maintenant, nous allons passer maintenant à intégration des fonctions à valeur complexe. Bon, c'est un peu la même chose. On va essayer de définir. Alors, comme vous vous rappelez, pour des fonctions à valeur réelle, nous avions défini des fonctions en escalier, nous avions défini des fonctions continues par morceaux. Exactement pareil. Dans le cas à valeur complexe, nous pouvons définir aussi des fonctions en escalier. Nous pouvons définir aussi ce que c'est que fonction continue par morceau pour la plus simple raison, c'est que nous n'avons pas besoin d'inégalité du genre inférieur égal et supérieur égal. Bon, donc, comment définit-on l'intégrale d'une fonction à valeur complexe? Il suffit de dire, hein, j'ai une fonction, c'est la somme de sa partie réelle plus i fois sa partie imaginaire. La partie réelle est une fonction qui est à valeur réelle. La partie imaginaire est une fonction qui est à valeur réelle. Je sais donc faire cette quantité, l'intégrale de réel de f, ou encore j'écrirai un réel de f de t dt, mais pour l'instant, pour ne pas alourdir un petit peu l'écriture, on va écrire uniquement comme ceci. Même chose, je sais calculer l'intégrale d'une fonction qui est ici partie imaginaire de f, pour trouver, par définition, si vous voulez, l'intégrale de f sur AB va être partie réelle, hein, c'est l'intégrale de la partie réelle, plus i fois
l'intégrale de la partie imaginaire. Donc, si vous voulez intégrer une fonction à valeur complexe, ça se ramène à intégrer deux fonctions, et puis on travaille avec, tout simplement avec des fonctions qui sont de variables réelles. Alors, j'ai donc pour AB quelconque dans I. Maintenant, tout à l'heure, on avait travaillé sur l'intervalle AB. Maintenant, quand on travaille sur I, je prendrai deux valeurs quelconques. Bon, il n'est plus nécessaire maintenant d'avoir A inférieur à B. Alors, à partir de toutes les propriétés que nous avions fait sur les intégrales, intégrale de A à B de f de t dt va être égale à moins intégrale de b à a de f de t dt, puisque ici ça s'inverse, ici ça s'inverse. Nous pouvons faire tout ce qui est changement de variable, nous pouvons faire tout ce qui est intégration par partie. Vous voyez pourquoi? Bon, tout simplement parce que ici je peux le faire, et ici je peux le faire. Donc par, si vous voulez, par conclusion, donc on peut le faire aussi ici. Je peux faire intégration par partie, je peux faire les changements de variables, je peux faire les sommes de Riemann. Rappelez-vous, hein, somme de Riemann, puisque je n'ai pas besoin de inférieur égal ni supérieur égal. Donc, je peux faire aussi la formule de sommation des trapèzes, mais ici, le mot trapèze n'est pas adéquat. Pourquoi? Parce que géométriquement, ce ne sont plus des trapèzes. Rappelez-vous tout simplement que les trapèzes, pourquoi on avait parlé de trapèzes? Parce que tout simplement, on avait ceci comme ça. Alors, je prendrai uniquement une partie de la subdivision si on avait ceci, hein, d'accord? Donc on avait pris ceci. Pourquoi? Parce que ce dessin est valable, parce que ceci est réel. Maintenant, si les nombres sont complexes, ce dessin n'a plus raison d'avoir lieu. Donc ce ne sont plus des trapèzes, mais la formule est toujours valable, exactement avec la même majoration et minoration de l'erreur. Et donc, nous avons ceci. Qu'est-ce qui ne marche plus dans le cas des fonctions à valeur complexe? Comme on a précisé, ce qui ne marche plus, c'est toutes les propriétés relatives à l'ordre. Les propriétés où il y a inférieur égal supérieur, par exemple, f inférieur à g entraîne intégrale de f inférieur à intégrale de g, n'est plus valable. Par contre, par exemple, la caractérisation des fonctions constantes par la dérivée égale à 0 est toujours valable, puisque finalement... Non. Alors, pour résumer un petit peu l'esprit de cette leçon, c'est, premièrement, cette leçon effectue en fait une très bonne révision des leçons sur les limites, sur la continuité, sur la dérivabilité et sur l'intégration. Donc, cette leçon-là va faire une révision en disant, je choisirai toutes les notions qui sont valables, les notions qui sont valables, ce sont celles où il n'y a pas de notion d'ordre. On évite après les notions où il y a notion d'ordre, donc on ne les retient plus. Exactement, c'est exactement la même chose. Les calculs que l'on fait dans le cas valeur complexe sont exactement les mêmes calculs qu'on fait dans le cas des fonctions à valeur réelle, pour la plus simple raison que c'est les mêmes calculs. Bon, seuls les nombres complexes. Autre chose, se donner une fonction à valeur complexe, il faut se retenir ceci, ça revient à se donner deux fonctions réelles. Donc faire les calculs, je dis pas les inférieurs ou égales, les comparaisons. Les calculs, on a ceci. Alors, aussi pour les comparaisons locales, c'est la même chose, puisqu'on n'a pas besoin de notion d'ordre. Donc, chers étudiantes et étudiants, je vous invite pour cette leçon, à revenir, pour chacune des notions dont on a parlé, à revenir sur les leçons précédentes, et ça donnera justement ça donnera lieu à une révision un peu plus approfondie pour mieux voir quelles sont les notions qui vont être utiles et quelles sont les notions qui ont pu être changées.